Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Solène. Je t'ai pas demandé comment prononcer ton nom de famille. Feg. Feg. Donc, elle est multipotentielle, entrepreneuse multipotentielle, mompreneuse, formatrice en ligne, créatrice de contenu, auteure d'un livre, plein de choses. J'en ai sûrement oublié. Il y en a peut-être des choses que je connais pas, que je sais pas. Bienvenue sur le podcast et merci d'être là. Merci Romane pour l'invitation. Je suis trop contente d'être ici. Avec et plaisir. je sais même pas si tu en as oublié en réalité, mais tu en as déjà beaucoup dit. J'aime bien la multiplicité. Oui, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu as fait, ton parcours, comment tu es devenue entrepreneuse? Oui, bien sûr. Alors, pour essayer de reprendre un petit peu toutes les casquettes que tu as posées, j'ai un souci avec les étiquettes, mais à la fois, elles nous rassurent et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Moi, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur en 2018. Ok. À l'époque, j'étais expatriée à Montréal. Et en fait, je baignais complètement dans cette vibe nord-américaine qui m'a beaucoup inspirée justement à entreprendre. Mais je te dirais que c'était quand même bien différent de ce que c'est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'on nous pousse presque sur certains contenus, et forcément, c'est relayé avec les réseaux sociaux, mais à entreprendre, comme quoi c'est presque une finalité en soi parfois, qu'il faut être entrepreneur, sinon on n'est rien, etc. Et je pense que malheureusement, j'ai servi ce discours aussi. Mais aujourd'hui, je suis plus forcément d'accord avec ça, parce qu'en fait, c'est pas une fin en soi. Et moi, à l'époque, je l'ai pas vu comme ça non plus, parce qu'en 2018, il y avait pas... Enfin, c'est pas qu'il y avait moins d'entrepreneurs, mais c'est que en francophonie, c'était moins courant d'être une femme, de se lancer dans le monde de la formation, parce que c'est un petit peu là-dedans que je me suis lancée, et d'entreprendre en fait. Donc, je me suis pas dit que je voulais être entrepreneur. Je me suis juste dit que je voulais avoir un peu plus de liberté, ou du moins une illusion de liberté, pour être libre financièrement, géographiquement, de façon un petit peu cliché. Donc, je me suis lancée comme ça. Et j'ai commencé par le marketing de réseau, moi, au début. Et j'ai pas forcément aimé. Donc, j'ai changé au bout de 9 mois. J'ai arrêté. Ça fonctionnait bien. Je ne veux pas dire que ça ne fonctionnait pas, mais c'était plus un souci d'alignement. Disons que c'était pas... Ça te passionnait pas, quoi. Oui, c'est ça. Je sentais pas une grosse harmonie, en fait, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens. Ce business model-là n'était pas vraiment fait pour moi. Et je me sentais pas utile comme je pense que j'aurais pu l'être d'une meilleure façon. Donc, j'ai arrêté après. Ok. Et après, comment tu t'es lancée là vers tes projets que tu fais aujourd'hui? Donc, la formation qui est sur le multipotentiel. Je sais pas si on dit ça comme ça. Oui, pour les multipotentiels, Ouais. en fait, si tu veux, le chemin de la formation est vite venu me trouver, parce que quand je me suis lancée en 2018, comme je te disais, à l'époque, il y avait moins d'infoproduits, donc moins d'infopreneurs du coup. En tout cas, en francophonie, encore une fois, parce qu'on le sait, de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont souvent une longueur d'avance. Oui. Donc, moi, je me suis plus formée au début avec des formations américaines. Oui. Parce qu'en fait, vu que je baignais dedans, Mais c'était ça se voit, plus je trouve. facile. Ah En ouais. vrai, je te jure, Je sais pas. dans le branding, dans la manière... Et ça, il y a un truc un peu plus américain, tu vois. Ah ouais, je sais pas. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a plus inspiré. Je sais pas si tu vois Sonia, quelque chose qui est canadienne. Alors je vais écorcher son nom, mais Barbatani ou quelque chose comme Oui, ça. un truc Mais comme ça. oui, Tu vois, c'est je la très connais. bam bam. Et ben, Oui. ça m'a. Enfin, t'es peut-être différente, hein, mais ça m'a. Je me suis dit, il y a un truc, il y a un lien, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas, je me suis jamais fait la réflexion. Mais en fait, à l'époque, vu qu'il y avait que ça, il y avait un petit peu de formation en français, mais bon, déjà, c'était beaucoup des hommes. Et pas que je sois pas inspirée par les hommes, mais c'est vrai qu'on aime toujours s'attacher à une figure qui va nous inspirer de près ou de loin. Et puis même, le monde de la formation avait de toute façon rien à voir, parce que si on prend une formation qui a été créée en 2018 et qu'on la regarde aujourd'hui, c'est médiocre, vraiment. Oui. Donc voilà, je suis tombée un peu là-dedans, à moi-même déjà me former, à consommer du programme de formation, à découvrir à quel point en fait, on pouvait avoir accès à... Alors maintenant, ça nous semble évident, 6 ans après, mais moi, à l'époque, ça ne l'était pas. Avoir accès à autant d'informations, de contenus, sans même passer par vraiment un diplôme, ce genre de choses. Alors, bien entendu, on ne parle pas des mêmes choses, mais je me suis dit, c'est dingue tout ce que là, je peux apprendre, alors que Oui. j'aurais jamais pu apprendre ça à l'école ou ce genre de choses. Donc, en consommant du programme, j'ai commencé par faire de l'affiliation marketing. D'accord. Et être un peu le TripAdvisor des formations. En fait, j'achetais des programmes, je les testais.
et j'en parlais sur les réseaux. Ok. Et en fait, en parallèle, je commençais un petit peu à monter ma communauté sur Insta. Mais pareil, ça n'a pas été vraiment intentionnel. Je me suis pas dit, je veux monter une communauté. Ça s'est fait, j'allais dire de manière facile, mais déjà, les algorithmes étaient plus simples. Faut dire ce Oui. qui est par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est vrai. Du coup, ça m'enlève un peu de mérite, mais c'est la vérité. C'était plus facile d'être visible à l'époque, forcément. Après, il y a plus de monde qui sont arrivés aussi. C'est ça, c'est une question de plus de monde Complètement, qui sont c'est là. ça. Bah, la plateforme, Ouais. elle a évolué. Il y a eu plus de monde, l'offre, la demande. On voit Ouais. comment ça fonctionne. Bah, ça a été un peu ça. Donc, je suis assez rapidement montée, mais en 2002, en fait, je me suis vraiment lancée en 2017 sur Instagram. Je parlais de mes programmes, etc., de ce que je testais, puis j'en parlais vraiment avec le cœur. Enfin, j'avais rien à gagner derrière, en Oui. fait, si tu veux, à l'époque. Et c'est ensuite que j'ai commencé à monétiser parce que j'ai su que l'affiliation existait et que je pouvais être rémunérée si les personnes achetaient le programme via mon lien. Donc, voilà, je barbarise un peu le truc. Et du coup, j'ai commencé à faire ça avec un programme d'immobilier d'un entrepreneur qui s'appelle Christopher Wangen, qui est assez reconnu dans son milieu. C'est un multi-entrepreneur qui a fait pas mal de choses et qui a bien évolué aussi de son côté. Et moi, j'étais passionnée d'immobilier. Et donc, c'était très naturel pour moi, en fait, d'en parler. C'est arrivé à ses oreilles. Il m'a dit, écoute, tu m'envoies plein de clients. C'est trop cool. Trop bien. Les gens me découvrent grâce à toi. Puis à l'époque, j'avais peut-être 15 000 personnes sur Insta, tu vois. Mais il m'a dit, mais tu gagnes rien. Donc viens, on fait de l'affiliation, on fait quelque chose. Je te prépare un lien. Tu n'as rien à changer à ta communication. Et tu auras juste à donner ton lien sur lequel il y a un petit bout de code à la fin. Et si des personnes passent par ton lien, bah, ça te rapportera une commission. Au début, j'avais un peu peur parce que j'avais peur que ça dénature, tu vois, ma communication. Et j'avais dit, t'es sûre? Moi, je veux pas... En fait, je veux pas commencer à rentrer dans le mensonge de j'ai fait cette formation, ça a marché alors que c'est pas le cas. Enfin, voilà. Bon, là, après, je la connaissais, en l'occurrence, la formation. Puis c'est vrai que j'en parlais depuis des mois. Donc, j'ai dit, si, en gros, tu me forces pas à dire un texte, à réciter un truc et que je reste Oui, libre... voilà. Alors ça le fait, parce que moi, C'est ma ça. liberté était hyper importante. Ouais. Il m'a dit non, mais oui. Il m'a dit justement, parce qu'en fait, tu vas toucher un public que moi, je toucherai jamais. Et c'est le but de l'affiliation. C'est que tu as beaucoup de femmes. C'est des personnes que moi, je vais pas attirer. Donc, si je te donne un lien d'affiliation, tu vas les attirer, en gros. Oui, c'est ça. Tu as C'est ça. porté ta cible, Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, il m'a dit surtout, te dénature pas et fais ce que tu sais faire, quoi. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Ça a cartonné. Je pense qu'il y a un gros facteur chance aussi dedans. Mais j'ai bien cartonné. En 1 an et demi, j'ai fait quasiment 300 000 euros de chiffre d'affaires. Puis j'étais toute seule surtout. Donc, ce qui fait que C'est énorme. c'est du chiffre d'affaires, mais il y avait beaucoup de marge là-dedans parce que j'avais Bah oui. pas de salaire, j'avais pas de freelance à payer, rien. J'ai appris à faire plein de choses toute seule. C'est moi qui faisais mes propres pubs Facebook. En fait, j'ai commencé à me former sur plein de trucs. Et après, je faisais tourner mon écosystème qui me rapportait... Alors, ça fait presque rêver comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est un peu obsolète, mais c'était quasiment automatique. En fait, à la fin de cette première année, je travaillais plus énormément parce que Ouais, j'avais je mis vois. en place un système qui faisait que du coup, j'avais dupliqué ça sur d'autres programmes et c'était incroyable. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se casse un peu la gueule quand même. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Et après, de fil en aiguille, je me suis dit, je sais vendre les programmes des autres, pourquoi pas essayer de faire le mien? Parce qu'en fait, je commençais à partager mes résultats et les filles dans ma communauté me disaient, mais Waouh. comment tu fais en fait? Comment tu fais? Et moi, je me disais, tiens, est-ce que je suis légitime à sortir un programme de formation, etc. Et au bout de quasiment 2 ans, j'ai mis quasiment 2 ans avant de vraiment le sortir. Alors qu'en vrai, j'aurais pu le faire avant parce qu'en 1 an, j'avais déjà explosé. Mais Syndrome de l'imposteur. exactement, classique, syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, je suis pas légitime, je suis personne, je suis un bébé dans l'industrie, personne me connaît, etc. Et au final, j'ai sorti mon programme. Ça a très bien marché. Et de fil en aiguille, après, je commençais à en sortir plusieurs, à en arrêter certains. Et je me suis testée sur plein de choses jusqu'à ce que vraiment, je me niche, paradoxalement, moi qui dis de ne pas se nicher, mais que je m'adresse plus au profil justement multipassionnés, multipotentiels qui ont envie de faire plein de choses, qui touchent à plein de choses et qui ont tendance à se disperser énormément. Donc, il y a 2 ans à peine. D'accord, ouais. Bon, 2 ans à peine, mais ça fait quand même un petit bout de chemin. Oui. Ok. Et comment, du coup, tu disais, à un moment donné, ça s'est cassé la gueule, ce que tu as créé, comment ça a créé. Est-ce que c'est là où tu t'es dit, ok, je vais peut-être faire autre chose et je vais... comment tu as vécu ce moment? Parce que je trouve que quand on est seul, à son compte, auto-entrepreneur, soit tu as la possibilité ou tu as la tête dans le guidon, tu vois pas trop ce qui se passe autour de toi. D'un coup, tu te rends compte que c'est la merde, en fait. Ouais. T'as pas vu les choses et en fait, tu étais trop focus sur autre chose.
Je sais pas comment on fait pour sortir de ça, parce que honnêtement, ça m'est pas arrivé. Soit tu te remets souvent en question, et du coup, des fois, tu te remets en question un peu pour rien. Oui. Et du coup, tu te creuses les méninges aussi. Enfin, tu te fais plus de mal des fois qu'autre chose. Mais je pense que quand même, il y en a beaucoup dans ce cas-là où on est tout le temps en train de... On en reparlera, se comparer, regarder est-ce que ça, c'est assez bien, machin, machin. Et comment toi, du coup, tu as vécu ce moment-là? Est-ce que tu as su rebondir derrière et direct te dire, bon, ben, c'est pas grave, je vais créer autre chose, ou je sais pas, moi, je change complètement. Ouais. Euh, alors, je dirais que même si on a tendance à vouloir l'imager de façon très protocolaire, c'est-à-dire il s'est passé ça, ensuite il y Oui, a eu ça, ensuite il y a eu ça, en fait, il y a eu tout un tas de choses qui se sont jouées en parallèle en réalité. C'est-à-dire que de 2018 jusqu'à 2020, j'étais vraiment dans l'affiliation. Mais courant 2020, je me suis associée aussi avec une amie à moi et on a monté une marque. Et c'était en parallèle de l'affiliation. Et en fait, ça a démarré un petit peu à ce moment-là, parce qu'on a monté la marque donc courant 2020, ça devait être l'été 2020, quelque chose comme ça. Et 6 mois après, fin 2020, je m'expatrie à Bali. Et en fait, ça a été un ensemble d'étapes comme ça qui avançaient petit à petit et qui ont construit le cheminement. Quand je suis arrivée à Bali avec justement ma pote, on s'est dit... bon, déjà, il y avait toutes ces histoires de confinement. On s'est dit, on n'a pas envie de oui, se voilà. refaire confiner Mhm. en France. Viens, on s'isole, comme ça, on pourra taffer la marque. On la sort dès qu'on est déconfiné. Enfin, on avait vraiment notre plan. Donc, c'est ce qu'on fait. Et en fait, forcément, j'ai posé mon focus ailleurs. La marque nous a pris énormément de temps. On a eu la marque que 2 ans. Mais sur les 2 ans, il y a eu 1 an de développement. C'est quoi cette marque? C'était une marque qui s'appelait Oraya, une marque de beauté holistique. Le D'accord. slogan, c'était l'énergie qui embellit. En fait, on avait développé des produits tout autour. Bah, alors, toi, tu vas sûrement connaître vu que tu es une femme, et souvent, c'est des hommes qui me posent la question et qui ne connaissent pas. C'est les gua sha et les Oui. roll-on. Voilà. Donc, on avait du quartz rose, etc. On avait sourcé nos pierres au Brésil, il y en avait en Afrique du Sud. Enfin, il y avait eu tout un travail de Ouais. sourcing. Enfin, en tout, de développement, on a vraiment eu 1 an. On avait comment ça s'appelle, nos centres logistiques en France, etc. Enfin, on avait vraiment, entre guillemets, bien fait les choses. Le truc, c'est que ça nous a aussi coûté beaucoup d'argent. Et ça a commencé à être un vrai gouffre dans tous les sens, dans le sens où moi, j'étais prise de passion pour cette marque, mon associé aussi. Le seul truc, c'est que j'y passais littéralement tout mon temps. Donc, alors à l'époque, j'avais pas d'enfant, pas de mec. Donc, ça m'a aidé. On va pas se mentir, mais du coup, j'avais plus de vie sociale. Mais je passais littéralement 12 heures à travailler comme une acharnée par jour. Et mon associé, c'était pareil. Ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps pour l'affiliation. Et c'est un petit peu là que du coup, ça a commencé à se Ouais. détacher. Déjà parce que moi, je sentais que j'avais moins d'attrait pour l'affiliation. Et c'est là qu'il y a eu un souci de désalignement. Parce que je me suis dit, attends, c'est ta seule source de revenus. Donc en fait, oui, là, je suis honnête avec moi-même, je suis un peu désalignée à ça, j'ai plus trop envie d'en faire, mais j'ai pas d'argent. Parce que la marque, pendant 1 an, elle nous rémunérait pas. Mais même au-delà de 2 ans, on n'était pas en bénéf. On faisait du chiffre d'affaires, mais on n'était pas en bénéf. C'est pas facile d'être en bénéfice sur une marque, sur un e-com. Sur un dropshipping, je sais pas. En tout cas, sur une marque vraiment en entier, c'est très difficile. Le chemin est vraiment laborieux. Très intéressant, mais laborieux. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions parce que forcément, j'y passais moins de temps. Les gens sur les réseaux le voyaient aussi. Je parlais de moins en moins des programmes de formation dont je parlais de base, dont l'immobilier, etc. Ce qui fait que moi, mes revenus diminuaient un peu. Oui. Et en plus, j'ai réinjecté tout dans la marque. Donc, je me Oui. payais quasiment pas. C'était pas grave parce qu'on habitait à Bali. Donc, à l'époque, c'était pas très Oui. cher. Mais je me versais quasiment plus de salaire et on réinjectait tout. On a dû mettre quasiment 95 000 euros dans cette marque, je pense, à deux, bien sûr. Oui. Mais du coup, voilà, il y a eu quand même de l'injection qui a été faite. Et moi, ça m'a ruinée, littéralement, parce que il y avait pas de bénéf. Donc, il y avait de l'injection, mais il y avait tous les centres de logistique à payer. On commençait à avoir des gens. Alors, on n'avait pas de salariés, mais on avait des freelances qui travaillaient avec nous. Nous, on se payait pas du tout sur la marque. Donc, il fallait absolument qu'on ait nos business à nous, en plus chacune. Donc, elle avait son business, moi les miens, qui pouvaient nous rémunérer. Sauf que moi, ça a commencé à merder. Ouais. Et C'est là donc, qu'il y a eu ouais, c'est ça. Il y a eu un moment de flottement et c'est toute l'année 2021 où justement, j'ai travaillé comme une acharnée. Mes revenus ont littéralement fait ça parce que du coup, je gagnais plus grand-chose. J'ai commencé à reprendre un peu les collaborations sur Insta. Et moi, j'aime pas ça, les collabs. les collabs pas du tout affiliés Influence. avec... Influence. Ouais, influence. Ok. Qui m'ont, entre guillemets, sauvée parce que à l'époque, j'avais déjà 100 ou 200 000 personnes qui me suivaient. Donc, moi, des collabs, entre guillemets, c'est pas ce qui manque. Les marques
toutes les semaines, j'ai des demandes. Mais c'est juste que moi, j'aime pas ça. Ça te fait pas vibrer. C'est ça me fait pas vibrer. Mais encore une fois, ça dépend. Tu vois, là, ça peut m'arriver d'en proposer, mais dans l'année, je dois en proposer 3. J'allais dire 5, mais même pas. 3. Tu fais vraiment, vraiment avec ce que t'aimes. Exactement. Il faut que ça rentre dans ma ligne édito. C'est des choses que j'utilise, sinon, c'est mort. Tu vois, par exemple, je vais prôner une marque de matcha. Si je la connais ni d'Adam, ni d'Eve et que tu me demandes d'en parler, de dire c'est super bon, je l'ai même pas goûté, tu m'as même pas laissé le temps de la goûter, parce que c'est la réalité des marques, c'est ce qu'ils te demandent pour certains de faire, ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pas mon chiffre d'affaires, donc c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais je vais cracher littéralement sur un billet à 5000 parce que c'est pas ça mon CA, c'est 1% de mon chiffre d'affaires à l'année en fait. Moi je trouve ça hyper remarquable et je sais pas si c'est remarquable, mais je sais pas si c'est remarquable parce que j'ai aussi entendu le contraire, des gens qui disent mais tu te rends compte comment tu craches sur l'argent, peut-être c'est vrai, mais moi c'est mon alignement avant tout. Non, parce que moi je trouve que du coup tu te dis j'ai pas envie d'avoir cet argent parce que ça c'est pour moi ça me représente pas, donc exactement. C'est pas je vais pas faire, j'exagère, mais c'est de l'argent on va dire comme sale, tu vois, parce que pour toi il est pas mérité ou c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas envie de poser ma tête sur un produit, sur un truc que j'utilise pas pour juste récolter mon petit billet derrière gentiment. Ça m'intéresse pas. Puis comme je te dis, c'est pas l'influence, c'est une toute petite partie de mon métier, mais c'est pas mon, ton gagne-pain, c'est ça, exactement. c'est pas ce qui me sert à remplir mon frigo, donc je m'en fiche un peu en fait. Donc c'est pour ça que pour certains, c'est hyper arrogant de dire mais comment tu peux cracher comme ça dessus. Certes, mais j'ai la chance d'avoir le choix justement de choisir c'est quoi mes sources de revenus. Donc du coup, j'en profite. Donc là, j'ai repris cette année-là justement plein de collabs hyper désalignés. J'avais pas du tout envie de faire ça pour me générer un chiffre d'affaires minimum. Donc j'ai fait ça. Situation d'urgence. J'étais pas hyper fière, mais je me suis dit, allez, je sais que c'est que quelques mois, je vais rebondir, mais ça va me servir à rebondir, donc j'accepte. Je vais accepter pas mal de marques, etc. Et puis on verra. Puis en effet, c'est ça. J'ai fait ça pendant entre 4 et 6 mois. Puis après, j'ai eu assez. Et après, 2022, on a fermé la marque. Je me suis séparée de mon associé. C'est moi qui lui ai annoncé que je voulais arrêter, puisque même entre nous, etc., ça allait pas. On avait des soucis de vision, on va dire ça comme ça. On partait plus du tout dans la même direction. Ça l'a pas fait. Et donc, je me suis relancée avec mon chéri. Rien à voir. On a remonté des programmes parce qu'en fait, c'était entre guillemets ce que je savais de mieux faire, en fait, c'est la transmission. Et vu qu'on était un peu dans le même délire, on s'est dit, viens, on part dans un truc plus dev perso. Vu que je venais de passer une année à Bali, etc. Bon, j'étais montée vraiment dans les extrêmes, donc je suis pas mal redescendue après. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai envie de leur apprendre tout ce que j'ai appris, etc. Donc j'ai fait ça surtout 2022. Je suis tombée enceinte entre-temps, donc ça m'a fait faire une petite pause aussi. Et en fait, 2021 a été la pire année. 2022, c'était pas terrible, mais je commençais à me reconstruire un petit peu avec Chris. Mais bon, avec la grossesse, ça a pas trop aidé. Ouais, ça a pas trop aidé. Surtout que j'ai vraiment détesté ma grossesse. Donc du coup, ça a été on n'en parle pas souvent de ça. Ah ouais, j'ai vraiment détesté ma grossesse. Ça a été un enfer sur Terre pour moi. C'est vrai que peu en parlent, donc ça invisibilise beaucoup. Oui. Parce que moi, je me suis sentie très seule. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, on me disait, mais t'es malade, tu vas accueillir la vie et tout. Je disais, oui, je sais, mais en fait, je suis en train de te dire que je la vis mal, quoi. J'ai fait une dépression périnatale moyenne détectée au 3e trimestre. Okay. Voilà. Je ne voulais pas me l'avouer, mais bon, j'ai dû me rendre à l'évidence. Et après la naissance, ça a continué ? Ça a été. Ah, ça a été ? Ah ouais. Okay. Rien à voir. Tout le monde me disait, attention, la dépression postpartum, rien du tout. Aujourd'hui, ma fille va avoir 2 ans. Je n'ai jamais eu une seule chute. Trop bien. Ça a été vraiment que la grossesse qui a été horrible pour moi. Donc, comme quoi, il ne faut pas trop écouter les gens autour. Parce que vraiment, tout le monde y met son grain de sel. Tout le monde disait, oh là là, mais si t'es comme ça pendant la grossesse, attention au postpartum. En plus, il dure 3 ans. Et moi, j'avais peur. Je m'en faisais toute une montagne. Et ben non. Du jour au lendemain, à partir du moment où j'avais accouché, je me suis retrouvée, quoi. Et j'ai retrouvé ma vie, d'entrepreneur, tout. Parce que tout a été mis en stand-by. Et puis, je sais pas, ça a été beaucoup de Mais beaucoup j'ai de une choses, amie aussi qui est entrepreneuse, qui avait ce sentiment-là de... En plus, elle est danseuse, c'est son métier. Elle a ce sentiment-là de ne pas pouvoir... qu'elle était plus maître de son corps. Qu'elle était, encore plus quand ton corps, en plus, c'est ton métier. Oui, je comprends. Donc, je comprends vraiment. Ouais, moi, ça a été compliqué. Mais ouais, puis après, l'année 2022, c'est terminé. C'est vraiment, je dirais, 2023. Donc, tu vois, ça fait pas si longtemps. Ça fait 2 ans où, depuis la naissance de ma fille, je saurais pas comment expliquer. J'ai eu une clarté totale. C'est à peu près... Ouais, fin 2022, dans un livre que je tombe sur le terme multipassionné, multipotentiel, à ce moment-là, je me cherchais. J'étais vraiment en quête identitaire.
Et je me disais, mais c'est ça en fait que je suis, c'est ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner. Et début d'année 2023, je me relance là-dedans, quoi. Ok. 10 jours après la naissance de ma fille, j'étais repartie. Et du coup, t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, bah écoute, quel âge j'ai? Moi, je compte plus les années avec le Covid. Ça compte le Covid? J'ai 29 ans là, donc j'avais 27 ans. J'avais 27 ans quand j'ai accouché. Donc oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, tu vois, il y a des personnes, surtout dans l'entrepreneuriat et surtout actuellement. Tout à l'heure, tu disais qu'on dit qu'il faut à tout prix être entrepreneur. Hmm. En fait, en ce moment, il y a je trouve qu'il y a de plus en plus cette mode Oui. de il faut entreprendre. Mais en même temps, on nous dit au contraire qu'il ne faut pas entreprendre parce que c'est instable, c'est pas la sécurité, etc. Donc, d'un côté, je pousse les personnes qui ont envie de créer des choses, des projets, des rêves à se lancer et à entreprendre. Bien sûr. Mais par contre, ne pas entreprendre parce que juste tu as vu une fille sur Insta qui fait des vlogs d'entrepreneuse, ça te plaît. Oui. Bah, est-ce que vraiment c'est juste regarder ses vlogs qui te plaît ou c'est vraiment est-ce que tu sais ce qu'elle fait vraiment et du coup pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'il y a des personnes du coup qui se cherchent, tu vois, à l'âge voilà des diplômes, du bac, là quand on a le début de la vingtaine. Moi je me rappelle que j'étais en STAPS moi avant, donc rien à voir. Et j'étais en mode je sais que ces études-là sont vraiment faites pour moi, je me sens trop bien dans les études et tout, je kiffe, mais vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas. Et en fait, on a l'impression qu'il faut trouver toutes les réponses. Oui. Et en fait, tu vois, le fait que tu dises, c'est après la naissance de ma fille, à 27 ans que j'ai trouvé ça. Et au final, là, bon, t'étais déjà lancée dans l'entrepreneuriat, mais complètement autre chose, je trouve que c'est pas mal parce que ça peut permettre à certaines personnes de déculpabiliser, se dire, ok, je peux trouver qui je suis vraiment. Déjà, il faut s'apprendre à se connaître, mais pas tout de suite. Je peux me laisser le temps aussi. Ouais, complètement. Voilà. Mais tu sais, c'est très à l'image de notre société, parce qu'on vit dans un monde qui va vite. C'est ça. Et donc, on veut que tout aille vite. Moi, c'est un petit peu ce que je dis à mes clientes aussi. Monter une entreprise, c'est pas que c'est impossible en 3-4 mois. Moi, mon programme, regarde, il fait 4 mois et c'est la promesse. Le truc, c'est que il y aura toujours des obstacles, même après ces 4 mois. Et même dans les 4 mois, c'est des fondations que tu vas poser. Exactement. Tu vois. C'est pas l'ensemble d'un business complètement structuré, tas de process et de recrutement, machin. Ça, non, en fait, ça n'existe pas. Et même si on a envie que ce soit le cas, c'est pas le cas, tu vois. Mais ouais. Donc, je pense que de toute façon, c'est bateau, mais rien ne remplace l'expérience non plus. Et tu vois, moi, je rentre dans ma 7e année bientôt. J'ai fait tout un tas de choses, mais me planter, ça m'a aussi énormément aidé, même si je sais que c'est pas agréable, parce que voilà, ça nous fait passer par des phases où clairement, on se pose la question de savoir si on va vraiment se relever. Et là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ça, ça dépend de n'importe quel tempérament. Ça dépend de la manière dont on s'accroche à son projet ou pas. Moi, quand j'ai choisi d'abandonner la marque, ça a été un choix hyper difficile parce que après autant d'argent investi, autant de temps investi, autant d'énergie, franchement, dans mon ego, j'ai été hyper bousculée de me dire mais je vais pas abandonner là. Puis c'est trop la honte. Qu'est-ce que je vais dire à ma communauté Insta? Moi, j'ai toujours l'impression que je dois rendre des comptes, alors que pas du tout. Mais tu sais, vu que les gens te regardent un peu de loin, tu te dis mais c'est la honte. Je vais leur dire que le projet il a coulé. Il a coulé pas parce que il nous rapportait pas d'argent. Il a coulé parce qu'on s'entend pas avec mon associé. C'est terrible quoi. Et c'était la réalité. Donc j'ai dû l'avouer. J'ai mis un moment parce que les gens se doutent. Ils voient plus la marque. Pas toi aussi peut-être de ne pas avoir réussi ce projet qui en plus te tenait vachement à cœur à ce moment-là. Donc. Ouais, complètement. Donc on apprend et puis je sais que je vais encore être surprise dans ces prochaines années, c'est sûr, mais en fait ça nous permet de rebondir. Ouais. Puis je te le souhaite, enfin pas que ça descende trop, mais bien je trouve que tout dépend en fait la chute entre guillemets. Il y a des petits échecs du quotidien qui te permettent d'évoluer, de remettre en question les choses. Des phases de réalignement en fait. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est obligé. Tu passes par des grosses phases où tu vas monter, tu vas dire ça y est, j'ai trouvé enfin le truc ou le process ou la stratégie. Puis tu vas passer par une petite phase de down, un petit creux, et ce creux de la vague, il va être important. Il va pas falloir en fait essayer de l'éviter ou quoi que ce soit parce que justement, il va être important parce que tu vas apprendre dans ce creux de la vague et il va pouvoir te permettre de mettre en place derrière des process et te dire ok, là j'ai mal fait ça, là il y a eu une erreur là-dessus. Peut-être que sur le prochain lancement ou sur ou sur le prochain recrutement que je vais faire, je ne ferai pas la même chose parce que ça me permettra déjà de ne pas perdre autant de temps et puis de potentiellement pas refaire cette erreur-là qui nous a peut-être coûté cher en temps et en énergie. Complètement. Donc, mais moi, j'ai connu des petits échecs. En fait, vu que je n'ai pas la réussite à la même hauteur que toi, forcément, je pense que l'échec est un peu des fois à la hauteur de ta réussite. Plus tu réussis, plus ton échec il peut être grand.
Et du coup, j'ai remarqué plusieurs creux de vague. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois que tu es là, après, il y a ça. Donc, à chaque fois que j'y suis, même si je suis pas bien, j'essaie de me rappeler de ça et de me dire, oui, mais regarde plusieurs fois, même si je sais plus vraiment pour quelle raison, Oui. je m'étais fait cette réflexion et je l'ai gardée en me disant, bah, dès que tu as un doute, tu te sens pas bien et tout, analyse, prends du recul, voilà, vois s'il y a des choses à modifier, comme tu viens de dire. Mais sache que derrière, c'est qu'il t'attend quelque chose de positif, quoi. Bien Parce sûr. que je baisse pas les bras et que je continue d'être en action pour réussir ça. Mais je pense que aussi, quand on entreprend, le fait de s'auto-pousser, mais parfois c'est hyper difficile. Et je voulais parler de ça aussi dans l'idée que là, on est en début d'année. Tout le monde sort des projets, tout le monde lance des nouvelles choses. Oui, on doit faire les résolutions, les objectifs, etc. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, personnellement aussi, je me sens des fois seule en fait face à ce genre de situation. Parce que, en tout cas, quand je me suis lancée, des fois, je voulais lancer un projet, mais derrière, je me disais pas, je voudrais que ça fasse tant de ventes, j'ai tel objectif. En fait, moi, c'était juste, par exemple, je lance ma formation, mon objectif, c'est juste de former des gens. Je me dis pas, je veux que ça fasse ça, ça, ça. Parce que je voyais pas comme ça au départ, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait penser comme ça, et c'est le mode de fonctionnement de l'entrepreneuriat, en fait. Mais tu apprends, mais du coup, des fois, c'est trop, tu te sens, ça te fait peur, c'est anxiogène. Ouais, complètement. Comment toi, tu te situes là-dedans Alors, c'est vrai que, puis là, on est à la bonne période pour en parler. Alors, mitigé dans le sens où, pour moi, se fixer des objectifs, c'est important, c'est bien, parce que ça nous permet de donner un cap déjà et à notre vie et à notre boîte. Et donc ça, c'est important. Même à ton équipe, plus ou moins, si tu en as une. Moi, je sais que chaque année, puis là, on est en plein dedans en ce moment, avec l'équipe, on se fixe des objectifs pour savoir où est-ce qu'on va. La vision, c'est quoi? Donc la vision, c'est à l'entrepreneur de la donner. Il doit mener sa team avec lui s'il a une team et de dire, moi, c'est comme ça que je vois le truc et c'est tel objectif que j'aimerais qu'on atteigne. En fait, pendant longtemps, moi, je me suis pas donné d'objectif forcément chiffré. Alors, j'aime bien surfer sur ce momentum, en fait, parce que faut le dire, c'est un momentum, c'est comme à la rentrée de septembre. Il y a 2 moments dans l'année comme ça, on sent que, voilà, à la sortie des vacances scolaires et au début de l'année, où on peut surfer sur le truc, où on le voit, hein, l'ambiance, elle n'est pas pareille, même les salles de sport, elles se mettent à faire des promotions, et puis on le voit, le 1er janvier, les salles de sport, elles sont blindées, enfin voilà. Tout le monde est plus engagé. Exactement, tout le monde est à fond, et puis tout le monde abandonne après. Donc, moi, les objectifs, oui, mais c'est surtout, au-delà de se faire driver par le momentum, c'est beaucoup d'autodiscipline à développer, parce que les objectifs, souvent, qu'on va se donner en janvier, ils sont basés sur de la motivation et pas sur de l'autodiscipline. Ça veut dire qu'on est juste motivé par tout ce qui se passe autour et par cette hype très générale, je dirais même très économique, parce qu'en fait, c'est un truc très purement commercial. Toutes les marques appuient dessus et en profitent, ce qui est normal. On le voit même si je regarde plus trop la télé, les pubs juste après les réveillons de Noël, c'est que des trucs de régime, quoi. Tu vois, donc ils savent très bien en fait à qui ils ont affaire, parce que ça y est, il faut prendre des nouvelles résolutions et puis il faut perdre tous les kilos qu'on a pris, quoi. C'est pas très woke, ça. Et en fait, ça, pour moi, ce n'est que de la motivation. Donc, c'est bien d'être motivé, mais c'est surtout bien de ne pas forcément suivre la masse et de se dire, allez, c'est super, je vais aller pendant une semaine à la salle et après, allez, ça m'a saoulé. Mais plutôt de se donner des vrais objectifs réalisables et de savoir pourquoi on le fait. En fait, ça revient toujours au même. C'est quoi le fameux why derrière? C'est quoi la vision que tu as pour ça? Et moi, je sais que je donne maintenant tout le temps des objectifs chiffrés à mon équipe et à moi-même, parce que ça nous permet de savoir, même si ça peut mettre une certaine pression, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte qu'ils soient quand même réalisables. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours un N-1 sur lequel se baser. Quand on a déjà un tout petit peu de background, une année ou deux, c'est bien, parce qu'on va pouvoir se dire, même si c'est un nouveau produit, faire des tendances, des prévisionnels, et de se dire, pourquoi pas regarder ce qui s'est passé l'an dernier à telle période. Nous, je sais qu'on fait ça pour... toute l'année, elle est prévue comme ça. Chaque mois, on sait à peu près en prévisionnel ce qu'on va faire, parce qu'on se base sur les années suivantes. Et même s'il y a des nouveaux produits qui sortent, on a des grosses tendances générales et on se dit, là, on a envie qu'il y ait à peu près tant de ventes ou à peu près tant de chiffres d'affaires. Oui, c'est hyper important dans ce cas-là, c'est sûr. Exactement. Mais et en fait, ça nous donne, une direction. C'est ça. Mais
enfin, moi, dans ma formation, du coup, qui est sur le métier de CM, rien à voir, j'apprends à mes élèves à poser leurs objectifs au tout début. Parce que j'apprends aussi à les connaître. Et parce que, voilà, tu disais objectif, mais la motivation, pour moi, c'est. T'as ton objectif, t'es motivé par. Moi, personnellement, je suis obligée dans ma vie d'avoir des objectifs. Mais je suis pas quelqu'un qui va me dire ok, aujourd'hui, il faut à tout prix que je fasse ça. Nan, nan. Non, ça va être par Oui. exemple 4-5 objectifs, grands objectifs dans l'année, avec tu vois, des dates clés, genre par Bien exemple sûr. avoir fait ça pour telle date, voilà, avoir réussi à faire un truc comme ça. Voilà, bon, des choses abstraites, là, je dis, mais j'en ai fait un épisode à la fin de l'année. Mais l'objectif, quand tu le quantifies et que tu le poses bien, je pense que ça te donne vraiment la direction et que c'est plus qu'une motivation parce que du coup, c'est Ouais, vraiment quelque chose que tu souhaites atteindre bien sûr. et tu sais que tu vas te donner les moyens. Enfin, le but, c'est de poser ton objectif et de mettre en place comment tu vas l'atteindre. Donc, de mettre en place des Exactement. actions, quoi. Oui, c'est ça. Sinon, bon, la C'est ça. personne qui s'inscrit juste à la salle de sport parce qu'elle est motivée, parce qu'à la fin des fêtes, elle a, comme tu dis, elle a pris un peu Ouais, du poids, c'est sûr que peut-être ça va pas être la même chose que la personne qui a réfléchi à bien ok, sûr. je vais peut-être commencer par une séance de sport et puis je vais Oui. faire ces exercices-là. Enfin, voilà, je prends cet exemple parce qu'il est parlant un peu à tout le monde, je pense. Ouais, ouais, complètement. Mais voilà. C'est comment Euh, le tenir sur le long terme aussi, en fait. Tu oui, c'est vois, c'est ça. quand on s'engage et qu'on se dit, ben voilà, par exemple, j'ai envie de sortir un programme et de, je sais pas moi, avoir 10 clients sur ce Mm. programme, tu vois. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en place autour de ça. Et en fait, l'objectif devient un projet qui, du coup, après se découpe, bah, comme toute gestion de projet, tu le découpes en jalons, puis tu as des deadlines au fur et à mesure que tu fais tout seul ou pas, tu délègues, ça c'est après à toi de voir comment tu t'organises dans le projet. Mais en tout cas, Oui, quand tu as l'objectif, après c'est plus facile de te dire, ok, dessous ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment je peux faire pour atteindre ça? Ok, bah, il va falloir peut-être que je commence à trouver une plateforme de formation. Très bien. Tu vois, et après tu découpes en jalons comme ça. Mais c'est plus facile parce que sinon, c'est le risque aussi d'avoir des objectifs, mais de, entre guillemets, ne rien en faire et juste de dire, ben moi j'ai envie de moi, ça m'est arrivé chez des clientes qui me disent, ben moi, j'ai envie cette année de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. ouais. Très bien. Comment? Oui, c'est ça, Parce en qu'en fait. fait, juste faire ça et attendre et manifester et écrire 100 fois sur ton carnet, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, il va rien se passer. Ouais, Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas le plan pour l'atteindre. Donc, c'est exactement. largement possible. Mais comment tu vas le faire? 100 000 euros, peut-être que il va falloir que tu vendes 100 produits à 1 000 euros. Très bien. Mais c'est quoi? Quel est ce produit-là? Et peut-être qu'on peut créer ce programme-là. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses très bien, mais au moins on a le chemin, etc. Et on découpe après dans l'année, par période. Et après, le truc, c'est qu'il faut quand même en tenir compte, mais on n'est pas des robots. Et moi, je parle souvent des cycles dans le business et des saisons. Oui, On a, comme nous-mêmes, et encore plus chez les femmes, on est cyclique en fait. Donc on a des saisons et ça, faut les respecter. Et dans nos business, c'est pareil. Il y a des fois où on va vivre des traversées du désert où il va rien se passer, on n'est plus créatif, on n'a plus rien et on n'a plus de jus, on sait pas, voilà, on remet tout en question, etc. Il faut accepter aussi ces phases. complètement. Et ça veut pas dire qu'on est en échec ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a rien d'anormal là-dedans. Je sais que beaucoup flippent parce qu'ils se disent, mais attends, je suis partie de ça il y a 8 mois, j'étais hyper motivée, j'avais mon objectif, ma vision. Et là, je me retrouve à me lever le matin et à plus trop savoir pourquoi je fais les choses. Mais en fait, c'est normal. Voilà, c'est normal et c'est même plutôt rassurant, plutôt que de ne jamais rien remettre en question, parce que ça montre aussi que vous avez évolué dans votre manière aussi peut-être de penser et qu'en 8 mois, il s'est passé plein de choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te poses la question de est-ce que je suis toujours aussi alignée à ce que j'avais projeté il y a 8 mois? Est-ce que j'ai toujours autant envie de servir les mêmes personnes, de faire les mêmes choses, d'avoir ce style d'impact? Ouais. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est bien de se poser la question. Oui, complètement. Mais j'ai l'impression, le sentiment que les personnes qui sont... parce que là, du coup, tu parles, je le sens un peu de spiritualité, tout ça, qui sont plus connectées, du coup, à tout ça, qui écoutent leur intuition, qui restent alignés avec leurs valeurs et ce qu'ils pensent de bon pour eux. Bon, moi, je fais partie de ces gens-là, du coup. Mais par exemple, quand je sens qu'il y a un projet que je fais et que j'ai une boule au ventre, il y a un truc qui me va pas, je me dis, je pense que là, je suis en train d'aller vers quelque chose qui finalement il y a quelque chose qui bloque en fait pour X ou Y raison et que je sais qu'au final ça va finir plus tôt ou autre et mon intuition se trompe rarement et on va faire des vision boards, des machins, des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que quand du coup on traverse un moment comme tu dis de down, de Ouais. flottement, Mm. on est plus apte à l'accepter
Parce que du coup, on voit tout en mode... personnellement, moi, je suis là, j'ai des copines, elles me disent, mais c'est bien de penser comme ça. Je leur dis, mais si ça doit pas se faire, c'est que ça devait pas se faire. Ouais, c'est Et vrai. je suis là, bah oui, sur le coup, tu peux avoir des problèmes, des trucs, ça fait vraiment chier, tu vois, il se passe un truc. Par exemple, j'ai eu les annulations du podcast lundi, je me suis dit, mais c'est que ça devait pas se faire. Et au final, tu vois, on parlait des objectifs début d'année. J'ai enregistré des vidéos pour faire un challenge début d'année, tu vois. Ça fait longtemps que j'y pense et je le faisais pas. Et je me dis, tu vois, peut-être que ça m'a poussé à le faire parce qu'il fallait que je trouve un truc à faire. Et du coup, c'était le seul truc qui était logique à faire à ce moment-là. À chaque fois, voilà, je me dis, je l'accepte mieux. Je pense que des personnes qui sont peut-être trop terre à terre, et je sais pas si toi, c'est pareil, tu vois. Mais, Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Je suis pas complètement à faire confiance au process, à la vie, etc. Parce que j'essaie quand même comme j'ai toujours les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. C'est plutôt comme ça que je procède. Mais oui, je peux avoir tendance, tu vois, à me dire, de toute évidence, en fait, si ça se fait pas maintenant, ça sera plus tard ou pas, en fait. Et puis c'est comme ça. Est-ce que l'écriture de ton livre, c'était quelque chose de prévu? Du coup, tu as écrit un livre sur le multipotentiel qui s'appelle Pourquoi choisir quand on peut tout faire? Est-ce que tu as été accompagnée? Comment ça s'est présenté, cette opportunité? Est-ce que c'était quelque chose de prévu auquel tu avais déjà pensé? Très bonne question. Alors, le livre s'appelle Pourquoi choisir quand on veut tout faire. Quand on veut tout faire. J'ai bien mis la volonté et pas le pouvoir. En Et plus, je j'ai bien l'explique un écrit peu n'importe quoi. J'ai rien compris. Non, t'inquiète. Alors, c'est une bonne question. En fait, déjà, ça fait des années que j'ai envie d'écrire un livre. Et bizarrement, je savais pas trop sur quoi l'écrire. Alors, du coup, c'est bizarre de se dire, mais tu veux écrire un livre, mais tu ne sais pas sur quoi écrire. Parce qu'il y a trop de choses dans ta tête, Ben oui, il y avait beaucoup de choses dans ma tête. Et c'est surtout que je n'avais pas de fil rouge, en fait, pour ce livre. Et je voulais pas faire quelque chose d'autobiographique. En fait, bon, là, ça ne regarde que moi et c'est que le fond de ma pensée, mais j'ai pas une vie intéressante pour faire un livre autobiographique. Voilà, c'est juste ce que je pense. Mais pour moi, quand on fait un livre autobiographique, on a 80 balais, on est prêt à canner. C'est pas pour toutes les personnes qui ont écrit une autobiographie. Désolée. Désolée, franchement, j'ai un avis assez tranché sur la question, mais non, pas forcément, mais en tout cas, on a vécu une vie de malade, ou alors, je sais pas, c'est un peu tragique ce que je vais dire, mais on a une maladie qui a été découverte très jeune, et du coup, on a envie d'en parler et de délivrer, pourquoi pas, des voix, ce genre de choses. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas une vie dramatique du tout, j'ai une vie à peu près comme tout le monde normal, j'ai grandi dans une famille modeste, mes parents sont divorcés comme la plupart des familles. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai pas vu mon père pendant presque 8 ans. Bon, soit. Mais ça c'était pas la raison pour laquelle je voulais écrire un livre. Ça a beaucoup joué sur plein de pans de ma vie. C'est aussi sur ma décision d'entreprendre, je vais pas mentir. Mais ça valait pas le coup pour moi d'écrire un livre là-dessus. Donc, je me suis dit, non, je suis personne pour écrire un livre. Et là, c'est même pas qu'un syndrome de l'imposteur. C'est juste... je suis je pense, mais que je suis assez humble pour rester à ma place. Et que pour moi, je considère toujours personne ou pas personne sur les réseaux sociaux. Demain, les réseaux sociaux, ils disparaissent. Je suis toujours autant personne. Et pour moi, je considère toujours ça. Et ça me permet de rester à ma place, tu vois. Donc, le livre, c'était dans la même démarche. Et en fait, si tu veux, ce sujet de la multipotentialité, comme je te disais, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que ça fait 2 ans et demi que vraiment je l'ai, on va dire, découvert et creusé. Et je me suis dit, tiens, ça me parle parce qu'à la fois, ça y mêlerait des bouts de ma vie parce que dans le livre, forcément, je fais des liens à ma vie pour que ce soit pas non plus trop ennuyant et que purement écriture type... développement personnel un peu. C'est ça, un développement personnel, même un essai. Parce qu'en fait, mon livre, il est un peu à mi-chemin entre un essai et une autobiographie, on va dire ça. Il y a un peu... un peu pratique aussi, parce qu'il y a un peu d'exercice. Ouais, c'est un peu tout ça. Parce que je pousse à la fois le lecteur à essayer de se questionner. Je donne pas toujours les réponses, mais par contre, je creuse la question. Et à la fin, il y a une deuxième partie un peu plus pratique. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu une évidence par rapport à tout ce que je suis en train de créer autour. Le livre, ça viendra juste nourrir un écosystème qui est en train de se créer. Parce que c'est un peu la première porte, on va dire, pour me découvrir. C'est un peu ce qui est en train de se passer, du coup, depuis la sortie du livre. Le livre a très bien fonctionné. Faut dire que j'ai fait pas mal de promos aussi j'ai vu. autour. C'est comme ça, je pense que j'ai dû te... Ou peut-être pas, je sais pas. Mais je t'ai découvert
presque en même temps Ouais. ouais, voilà. Ben voilà, du coup, je travaille avec un service d'attaché de presse, donc c'est aussi beaucoup et grâce à eux et grâce à tous les plateaux et différentes choses que c'était le but, hein, que ça fasse connaître le livre. Donc ça a joué beaucoup sur la découverte du Trop livre. bien. Et c'est chouette parce qu'en fait, après, le livre, il va faire un peu sa vie. Ça a été un travail laborieux, je Ouais. trouve. Ouais, vraiment difficile. T'étais seule du coup sur la conception? Alors oui, non, parce qu'en fait, moi, si tu veux, Chris, mon chéri, lui, c'est son métier, il est écrivain. Ah d'accord, ok. Il a écrit 3 livres, il en sort un prochain, l'an prochain en septembre. Lui, il est philo et littérature D'accord. et il co-dirige une collection de philo. Et en fait, il sait. Après, il y a tout un tas de méthodes pour écrire un livre, chacun a un peu la sienne. Mais au début, j'ai trouvé ça super confrontant, en fait, parce que j'arrivais pas à me trouver. Puis en plus, il faut trouver ta patte aussi, à toi. Donc, moi, j'ai repris énormément le début du livre, parce qu'en fait, quand tu commences le livre Oui. et quand tu le termines, il y a une vraie Tu différence. vois l'évolution. Ah quoi. oui, tu vois vraiment l'évolution. Et en tout et pour tout, j'ai mis 1 an à l'écrire. C'est-à-dire que j'en ai vraiment eu l'idée dès mon accouchement. En fait, voilà, ça a été vraiment très, très clair. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que j'écrive, etc. Ça faisait déjà quelques mois que je recherchais. J'avais déjà une maison d'édition qui m'avait approchée parce que j'ai aussi sorti un oracle 1 an avant. D'accord. Dans la même maison d'édition. Ah ben ça, je Rien savais à pas, voir, trop ouais. bien. Rien à voir. Projet de cœur. Et j'avais été approchée par une maison d'édition et j'avais dit, bon, ouais, j'ai trop envie de faire un oracle. Donc, j'ai sorti un oracle en avril 2023 maintenant. Et en fait, j'ai re-signé avec la même maison d'édition en leur parlant de mon projet de livre. J'ai eu de la chance que ce soit accepté parce que c'est un peu plus difficile de se faire accepter pour un livre parce que il y en a tout le temps qui sortent et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, je l'avais bien compris aussi. Et je leur ai dit, voilà, je veux faire ça. C'était très clair. Donc, ça a été accepté. Et en fait, pendant 1 an, toute l'année 2023, j'ai pas écrit, je n'ai fait que de la recherche. D'accord. J'avais vraiment mon plan en tête de creuser le sujet. Ça a été ingrat quand même comme travail parce qu'il y a très peu d'études sur la multipotentialité. Et si tu as lu un petit peu le livre ou quelques passages, j'en cite quelques-uns, mais il y a beaucoup d'études anglophones, donc j'ai dû aller énormément rechercher. J'ai travaillé en collaboration avec une neuroscientifique et psychologue et psychiatre qui s'appelle Fanny Nussbaum, que j'aime beaucoup, qui m'a d'ailleurs fait un petit témoignage sur le livre que vous pourrez retrouver à la 4e de couverture, parce que du coup, je lui ai fait lire forcément. C'était très important pour moi parce qu'en fait, c'est une grosse figure, elle est brillante, elle connaît très bien le sujet. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur elle, en fait, pour mes recherches et pour pas dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je me suis vraiment laissée toute l'année 2023 pour me dire, OK, j'ai des pages et des pages Notion de recherche, de plein de choses sur plein de sujets. Ça a été un gros travail. Et c'est vraiment en 2024, cette année, à peu près en janvier, ouais, entre janvier et avril, parce que je l'ai rendu mi-avril, que j'ai écrit. Et enfin, le but même, c'était d'aider les personnes à se trouver un peu. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais envie de faire pas mal de choses avec ce livre. C'était d'aider les personnes comme moi, j'aurais adoré en fait être aidée. Guidée. Exactement. Un peu comme le même principe d'un programme de formation. En général, on sort des programmes d'accompagnement parce que il y a une ancienne version de nous qui aurait adoré trouver ça, trouver tout à un endroit bien réuni pour se sortir de ça et pour aller dans une autre direction. Le livre, pareil. Puis c'est entre guillemets on va dire un petit produit, donc c'est plus simple, c'est une belle entrée de gamme, je trouve. Et bon, voilà, ça touche pas tous les publics parce que tout le monde ne lit pas, mais j'avais envie à la fois, de mêler un petit peu de mon histoire et en même temps des recherches que j'avais pu faire et d'accompagner en fait le lecteur et de se dire, t'es pas tout seul. Il y a une communauté, il y a plein de gens qui sont comme toi et c'est ce que je te délivre ici, quoi. Donc, j'adore ça parce que c'est complètement mon truc de pas se sentir seule, d'accompagner mes élèves. Le podcast, c'est ça. C'est pour pas que les entrepreneurs se sentent seuls. Parce que toi, tu as une équipe, mais moi, par exemple, je suis toute seule. Donc, je me sens des fois très seule parce que j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage non plus. Mes amis comprennent pas, machin. Donc, des fois, je pense que je suis pas toute seule et de toute façon, je l'ai bien vu. Et du coup, c'est ça, cette safe place aussi. Donc, je comprends tout à fait. Est-ce que... aujourd'hui, donc avec tous les projets que tu mènes, tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie de maman, de couple et ta vie d'entrepreneuse, mais aussi toi, ton bien-être personnel en tant que juste Solène? Oui, c'est une belle question. C'est une question qui n'est pas évidente, mais là, au moment où ce podcast sort, ma fille vient de faire 2 ans au mois de janvier. Donc,
je te dirais que ça a été étape par étape, mais moi, j'ai la chance d'habiter à l'étranger aussi. Et je dis la chance parce que je me fais beaucoup aider. Et en fait, à l'étranger, on a une nanny. Trop Donc, bien. on va pas se mentir, ça aide Oui. beaucoup. Elle vit avec nous, ce qui fait que du lundi au vendredi, voilà, elle est avec la petite, sauf le soir, etc. Mais comme j'ai envie de dire des heures de crèche. Oui. Donc, quand on a du support, ça va. En France, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, c'est plus challengeant pour moi parce que moi, ma maman, elle travaille encore. Elle a 53 ans, donc elle est loin d'être à la retraite. La maman de mon chéri, elle est à la retraite, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué à ce niveau-là parce que mon chéri a perdu son papa. Donc, du coup, il y a tout un contexte qui fait que sa mère a besoin de se remettre de ça. Donc, c'est pas évident, mais j'essaye au maximum de me garder des moments pour moi, de me privilégier, même si c'est pas... Voilà. Pas une évidence C'est dans pas une l'emploi du temps. évidence, forcément, parce qu'il y a des moments où on s'oublie, je vais pas mentir, ma vie n'est pas ce qu'elle est sur Instagram, dans le sens où tout est toujours très contrôlé. Et il y a des périodes comme la dernière période que je viens de passer, parce que j'étais en gros lancement. On a fait un très gros lancement avec l'équipe et je me suis pas forcément privilégiée parce que j'étais focus sur autre chose. Mais j'essaye toujours de me garder des temps pour moi. Et c'est pour ça que moi, l'étranger m'aide beaucoup plus que la France, parce que j'arrive plus à scinder mon temps, à aller me prendre un cours de peinture en pleine journée, à aller faire de la poterie, parce que moi j'aime faire beaucoup de choses, à aller prendre un cours de danse, etc. Et pareil, avec mon chéri, on se réserve une journée par semaine que tous les deux. Trop bien. Voilà, ça c'est important pour nous. Ouais. C'est l'équilibre qu'on trouve. Ouais, exactement. Il y a vraiment 2-3 jours avec la petite. En général, c'est 2 jours et demi, vraiment en entier. Et une journée que Chris et moi. C'est génial. Que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on se quitte? Alors, je vais essayer de faire court, mais moi, comme je dis toujours, c'est un peu le dernier mot que je dis souvent sur scène quand je m'adresse aux profils multipassionnés qui ont envie de faire plein de choses, qui se sentent vraiment incompris, c'est qu'il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Vous êtes loin d'être anormal et en fait, acceptez ça. Moi, c'est mon message de fond, c'est oser en fait créer une entreprise qui est pleinement à l'image de toutes vos facettes, même celles que vous n'osez pas trop montrer au monde, etc., parce que vous les assumez pas ou vous avez peur du qu'en dira-t-on. Franchement, c'est la plus belle manière d'entreprendre pour moi, c'est avec toute son authenticité, d'aller mettre tout son cœur en fait dans quelque chose. Et pour moi, notre cœur, il est divisé dans plein de choses, il est multiple, donc c'est d'assumer en fait ces parts-là, ouais. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci pour tout le partage, pour le message. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Bye bye.